Donc vous aurez bien évidemment ou pas reconnu les Sex Pistols, Anarchy in the UK, classique de l'année 1977. Alors, la soirée de ce soir, donc anarcho-communiste et agilité, on aurait pu aussi l'appeler « Est-ce que l'agilité est une utopie libertaire ?» En gros, l'idée, ça va être de mettre en relation des doctrines politiques et ce qu'on fait tous les jours dans les projets agiles. Alors, avant d'aller plus loin, petite mise en garde, l'idée de cette session, c'est pas du tout d'essayer de vous faire l'apologie de telle ou telle doctrine, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire, c'est pas d'essayer de vous convaincre, c'est pas... Non, on va pas parler de ça. Nous, ce qui nous intéresse, globalement, on est tous les trois intéressés par l'histoire, on est tous les trois intéressés par l'histoire politique, par les idées, et on veut juste parler de l'anarchie d'un point de vue théorique, qu'est-ce que c'est censé être. C'est tout ce qu'on cherche à faire, d'accord ? Et puis, bien évidemment, on est aussi un petit peu joueur, normal, on est agiliste, et l'idée derrière tout ça, c'est bien évidemment de parler par métaphore. Et donc on verra, à la conclusion, si on a été clair ou pas, et si vous avez vu où exactement on voulait en venir, et de quoi on cherchait à vous parler exactement. Par rapport à ça, oui. je vous invite aussi à débattre avec nous. Donc on va exposer des choses, des trucs qu'on aura compris ou pas. Et votre avis est important, donc n'hésitez pas à nous interrompre et à discuter avec nous, à poser vos questions en séance, on est là pour ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de le faire de manière interactive. Surtout, déjà nous, entre nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur tous les points, donc on risque de débattre entre nous en cours de route. Donc n'hésitez pas, vraiment prenez la parole, participez, c'est aussi le but du jeu. Bien, alors une fois ceci posé, on se présente. Donc Vincent, Pascal et moi-même. Tu te présentes en quelques mots ? Voilà, Vincent, je suis développeur, je suis agiliste. Je travaille là-dedans depuis presque 5 ans maintenant. Et quand j'ai entendu parler de la notion d'anarcho-communisme par un ami russe, bizarrement, j'ai vu des relations avec l'agilité. C'est ce qui a démarré cette collaboration formidable avec mes deux amis. Présente-toi, je t'en prie. Alors Pascal est donc coach agile chez SWAT. Ah, c'est bien. Et, pardon, excusez-moi. Et donc Sébastien, coach agile chez SWAT aussi. Excusez-moi, j'y retourne. Comme ça, en fait, c'est rapide, ne vous inquiétez pas. Voilà, et donc pareil, depuis assez longtemps, j'avais cette idée dans la tête et ça, quand Vincent s'est mis à parler de ce sujet-là, ça a tout de suite fait tilt. De mon côté aussi, j'avais eu certains rapprochements. Et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir en parler avec d'autres personnes. Alors, justement, ces rapprochements, c'est venu comment ? Dans le monde de l'agilité, quand on parle de l'agilité à des DSI, on entend, même à tous les niveaux d'ailleurs, on entend souvent, oui, l'agilité, c'est le bordel, si je peux être un petit peu trivial, ça marche pas, c'est du grand n'importe quoi, c'est du chaos plus ou moins organisé, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité, ça ne peut pas fonctionner, c'est très utopique, etc. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces discours-là. Moi, en tant que coach, c'est des trucs que j'entends, je dois bien l'entendre au moins une fois par mois, et encore les mois qui sont calmes. Et en avant-vente, je l'entends encore plus souvent. Donc voilà, c'est des discours qui sont assez répandus. Et chez moi, ça a fait tilt parce que, donc, encore une fois, je vous l'ai dit, je m'intéresse un petit peu à l'histoire politique, l'histoire de la pensée, etc. Et je sais que c'est exactement les mêmes choses que l'on dit sur l'anarchie, sur le mouvement anarchiste. C'est exactement, mais mot pour mot, les mêmes termes que l'on va entendre. Et en connaissant le mouvement anarchiste, je sais que, et en connaissant l'agilité, je sais que dans les deux cas, c'est parce qu'il y a une méconnaissance du sujet. Parce qu'on est sur des stéréotypes, on est sur des idées reçues, etc. Et donc je me suis dit, tiens, on s'est dit d'ailleurs, c'est peut-être que si sans connaître le sujet, on trouve les mêmes défauts, c'est peut-être qu'en connaissant le sujet, on va se rendre compte qu'il y a des points communs qui sont mal compris d'un côté et de l'autre. Donc on a décidé de creuser un petit peu tout ça. Il y a aussi des problèmes de mise en application, c'est-à-dire qu'on a des mauvais exemples et on se focalise sur ces mauvais exemples et on reste sur ces idées-là. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, on va essayer justement qu'on pense que l'anarcho-communisme, qui est une des formes de l'anarchie, est peu connu, on va essayer de donner une définition de ce que c'est exactement. Et sur ce, je te donne ceci. Oui, et c'est à moi. Non, vas-y. Je t'en prie, c'est à toi. Oui, merci. Désolé.
Du coup, l'anarcho-communisme ou communisme libertaire, comme le disait Sébastien, c'est à mi-chemin entre l'anarchie et le communisme, c'est une variante de l'anarchisme. Et qu'est-ce que nous en dit Wikipédia? Donc c'est une philosophie politique sans cadre, donc c'est un bordel organisé. Ça repose sur la libre association volontaire entre les personnes et entre les groupes. C'est un ordre social anticapitaliste. Capitalisme, on n'aime pas ça. Enfin, ils n'aiment pas ça. Et il n'y a pas de possession privée. Tout est à tout le monde selon nos besoins. Donc ça, c'est Wikipédia. Il y a beaucoup d'articles qui sont très longs et très denses. Je peux peut-être faire déjà vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'était, déjà en venant ici, est-ce que vous saviez ce que c'était? C'est une bonne question. On en a plein d'idées comme ça. Allez-y, n'ayez pas peur. On peut imaginer le communisme, l'anarchie, un petit mix entre les deux. Est-ce que c'était parlant? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était tangible? Ou c'était un mix de deux trucs dont on a entendu parler vaguement? Non, parce qu'aujourd'hui, dans le paysage politique, c'est plus trop présent, donc ça reste assez vague comme notion. Et est-ce que ça, c'est plus clair? Est-ce que ça vous éclaire? Ça vous dit exactement ce que c'est comme courant de pensée, ce que ça a derrière? Comme implication et comme mise en avant? Ouais, ça fait penser aux taxes sur les PE et les PEA. Là. Ok, bien fait ça. Alors effectivement, on est d'accord, la définition Wikipédia, on a vu ça, on n'est pas forcément plus avancé, ça reste extrêmement théorique, il y a beaucoup de grands mots en isme dedans, c'est bien. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, grossièrement, concrètement, hein, on est tous impliqués. Donc, tous ceux qui font partie d'un régime anarcho-communiste sont impliqués à la production collective, à la vie de tous les jours. Ceci sous-entend évidemment une responsabilité collective. Si on est tous impliqués, ça veut dire qu'on est tous responsables. Alors, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, mais ça a toujours été limité en taille. Hein. C'est pas à l'échelle d'un pays en entier, c'est toujours limité, c'est colocalisé. Et une notion très importante, c'est la décision par consensus. On ne prend pas de décision si on n'est pas tous d'accord. Ça va mieux? C'est plus clair comme ça. Grossièrement, on va dire oui. Donc, anarcho, communisme, anarchie, communisme, donc l'un et l'autre, c'est quoi? C'est basé sur deux principes qui ont une relation entre eux. Au niveau du communisme, c'est la répartition à chacun suivant ses mérites. Plus je travaille, plus j'ai. Alors, c'est la méritocratie. Petite précision, c'est plus je travaille pour la collectivité, Voilà. plus j'ai. D'accord? Donc c'est à chacun suivant ses mérites, effectivement. Et l'anarchie, c'est la répartition à chacun suivant ses besoins. Une famille de 10 personnes n'a pas forcément besoin d'aussi peu qu'une famille de 2 ou d'un. C'est là où on parlait de répartition, possession privée non garantie. C'est-à-dire que si on estime qu'on n'en a plus besoin, ça peut être repris pour la collectivité. Donc, comment ça fonctionne dans la vraie vie? Comment ça a fonctionné? C'était de village à village, basé sur le troc, donc pas de monnaie, on échange librement. Pour échanger librement, il faut avoir confiance en l'autre, il faut être sûr de ne pas se faire avoir. Et donc, on accepte ce risque de se faire avoir. C'est un peu contradictoire dans le sens où on a confiance, mais on sait que si on se fait avoir, bah, tant pis, c'est pas grave. On peut avoir On l'accepte. confiance dans notre système, et si l'autre système s'écroule, si on a un village qui était censé nous produire du stock, par exemple de nourriture, donc du coup on en produisait moins, si l'autre village n'arrive pas à produire tout ce qu'il faut, bon, bah, il y a un risque qui est porté par tout le monde. On accepte ce risque tous ensemble en disant la collectivité s'implique, tout le monde s'implique, donc s'il y a un problème, bah, tout le monde supporte le problème. Donc, voilà. Vous aurez tous reconnu l'Espagne. L'autre pays, c'est quoi? L'Ukraine, bravo, bien joué. On sait tenir 5 minutes. Ouais. Du coup, deux exemples ont mis en pratique en Ukraine et en Espagne. On va commencer par le plus vieux, en Ukraine. Donc, 1918, guerre mondiale, ils se tapaient tous dessus. Et en Ukraine, les Russes voulaient soulever le pouvoir en place.
Et donc, le moustachu ici, qui a l'air très souriant, c'est Nestor Makhno, qui a fondé et dirigeait l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne. Parce que les noms courts, c'est toujours plus simple. Et ils ont soulevé le pouvoir en place et ils ont mis en place ce qu'on appelle le territoire libre. Donc c'était le nom du pays. Et c'était totalement narco-communiste. C'était des communes libres, donc principalement agricoles, et quelques-unes urbaines, qui travaillaient ensemble. Chaque petite ville avait sa production propre et troquait avec les autres villes. Typiquement, ça fonctionnait comment ? J'ai une ferme qui génère du blé. J'ai une petite ville qui crée des pantalons. Quand je veux des pantalons, je leur envoie du blé. Tout ça, toute la théorie de la narco-communisme, ça a été théorisé par un monsieur qui est Peter Kropotkin, je parle pas russe, qui lui, dans un ouvrage qui s'appelle La conquête du pain, a vraiment théorisé tout ce mouvement-là, toute cette idéologie. Cette idéologie a vraiment été vue comme une possibilité politique par l'IWA, donc l'International Workers Association, qui était juste un groupe qui se réunissait une fois par an pour parler des idées anarchistes et anarcho-communistes. Ça a fonctionné 2 ans. Ils étaient à peu près 7 millions, grosso modo, et il n'y avait pas de problème particulier. Ça se passait bien, jusqu'au jour où les Russes se sont dit l'Ukraine, c'est un joli pays, on mange bien, ils sont beaux, on va le récupérer. Et puis donc l'armée rouge est arrivée, les tanks, ils ont tué tout le monde, terminé. Les tanks pas trop à l'époque. Voilà. Ce qui nous amène à l'Espagne. L'Espagne, très beau pays aussi, l'Espagne. En 1936, le Front populaire, donc, qui était le parti politique pas vraiment à la mode, a décidé de s'allier avec les partis anarchistes espagnols pour tenter de gagner les élections. Et ça a marché. Et ça a tellement bien marché que le régime en place à ce moment-là a décidé que c'était inacceptable et qu'il fallait récupérer le pouvoir de force. Donc c'était le déclenchement d'une grande guerre civile en Espagne qui a duré à peu près 1 an, donc jusqu'à ce qu'ils gagnent. Mais pendant ce temps-là, tout le mouvement anarcho-communiste ont réussi à créer des collectivités libres un peu partout en Espagne. On s'était co-localisé, mais un peu moins. Et il y en avait vraiment partout. Ils comptaient, pareil, 6,5 millions à peu près de participants, si on peut l'appeler ainsi. Et on séparait entre la force ouvrière et la force agraire. Encore une fois, l'armée est venue, on zigouille tout le monde, c'est terminé. Donc, pour conclure un peu, qu'est-ce qu'on peut voir de ces 2 exemples-là ? Et puis après, je vous promets, on passe à la partie un peu plus drôle. Ça a toujours été mis en place en temps de guerre, en temps de crise. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Qu'il n'y a qu'en temps de guerre qu'ils ont eu l'opportunité de se mettre en avant et de dire écoutez les mecs, de toute façon on meurt tous de tous les côtés. On va essayer, on va faire un truc. Ça a toujours été poussé par la force ouvrière, par le petit, comme on dit. L'auto-organisation était vraiment une notion mise en avant. C'est moi et mon village. Je vous connais tous, on s'y met ensemble, on s'organise ensemble. Pas d'État, pas de cadre. Donc ça, c'est vraiment le côté anarchiste, où on rejette toute notion de pouvoir central dirigeant. Donc l'aide entre les communes, la priorité, c'est ma collectivité, mais j'aide les autres. Et on meurt quand on se fait écraser. Alors, et l'agilité dans tout ça. Alors déjà, premièrement, je vais vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous voyez des points communs avec ce que vous connaissez de l'agilité ou ce que vous avez mis en place dans l'agilité ? Il y a des choses qui vous disent, tiens, effectivement, c'est assez amusant, il y a des valeurs communes, il y a des points communs qui sont mis en avant. Si on peut reprendre. Oui, un petit point qui fait un peu peur dans tout ce que tu dis, c'est effectivement quand le pouvoir supérieur s'aperçoit de ce que c'est, de comment ça marche,
il y va, il sort les fusils, il tue tout le monde et on repart. Alors là, on va en parler dans le point d'après qui sera les divergences, du moins j'espère. C'est pas pour rien qu'on l'a mis en avant, effectivement. Mais, On l'a bien vu aussi en réfléchissant sur le sujet. donc ce point-là, on est d'accord, on va le garder, on va le mettre de côté pour le moment. Oui. Je disais si on pouvait revenir au slide précédent. Celui-là La notion de force ouvrière, c'est genre les petits développeurs qui en ont marre d'avoir leur patron qui Partir de la base, ouais. L'auto-organisation, c'est typique. Absence d'État, normalement, il n'y a pas de chef. Après, on peut discuter. On cède, on est tous potes. Et après, effectivement, reste la notion de temps de crise où on peut discuter, parce que ça peut être, voilà, on ne sait plus quoi faire, donc on va mettre de l'agile. Et la force supérieure, là, je vous rejoins, j'attends la suite. Tout à fait. Alors, Comme quoi, c'est bien fait, vos slides. Merci. merci. Il y a du travail. Ok, d'autres personnes ont des points à rajouter? Non. Allez-y, hein, on est entre nous, c'est bon. Toi, je sens que tu as des choses à dire. D'accord, tout a été dit. Pas à rajouter ton élément. Ok, bon, alors on va détailler un petit peu tout ça. Donc les points de convergence. Alors il y a un point que vous n'avez pas relevé. Dans la doctrine anarchiste, on va fonctionner au niveau local. D'accord? En agilité, on part du principe du moins au départ. Alors, je vais surtout me référer à Scrum, mais c'est généralisable à d'autres méthodologies agiles. On va fonctionner avec des équipes de taille réduite. D'accord? Scrum, on va dire qu'on est entre 4 et 8 personnes. Donc, voilà, on part du principe que pour que ça fonctionne bien, il faut que les gens se connaissent, arrivent à interagir ensemble, et que les interactions entre les gens, ça fonctionne mieux à échelle réduite. Bien. Ça, c'est un premier point. Juste, je vous arrête parce que vous dites qu'il faut que les gens se connaissent. Oui. Quand tu montes une équipe au départ, Les gens ne se connaissent pas. bah voilà, Tout à fait. voilà. Faut que les gens... Alors là, Quand là ils on les est connaissent, dans... là, tu veux dire qu'ils interagissent régulièrement ensemble, qu'ils se voient régulièrement. Après, on peut ne pas se connaître, mais si on travaille ensemble régulièrement. Oui. Donc là, c'était pareil aussi, c'est des gens qui peuvent ne pas se connaître au début, et qui sont intégrés à une société qui se voit tout le temps. Enfin, Il y a un vraiment sur ce objectif point-là, commun, surtout. Tout à fait. Alors, limitation de la taille des équipes. Néanmoins, je vais continuer sur l'exemple du Scrum. Sur les gros projets, on peut mettre en place des structures type Scrum de Scrum qui nous permettent de faire interagir différentes équipes ensemble en chapeautant par une instance, on va dire, de coordination. De la même manière, on a vu dans les exemples en Ukraine et en Espagne que l'on arrivait à faire interagir différentes communes ensemble en les faisant communiquer ensemble. D'accord ? Donc on a un premier niveau, on va dire le niveau standard qui est le niveau basique. On se rend compte que tout seul dans notre coin, on n'arrive pas forcément à traiter tous les problèmes. Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai encore appuyé sur le... Va la suite. D'accord. Et donc on va, excuse-moi, j'ai pris un peu de... Bref, donc on va s'organiser à plusieurs ensemble. Donc après, comme ça a été dit aussi, donc la notion de l'auto-organisation, effectivement, qui est mise en avant dans les deux cas. Au final, on a besoin de personnes pour nous dire au jour le jour ce qu'on est censé faire. On le sait très bien, ce qu'on est censé faire pour atteindre un objectif. Et l'objectif, on le connaît grâce au partage de valeurs communes. D'accord ? Donc, aussi, donc la notion de Scrum, effectivement, j'en ai déjà parlé. On est aussi dans des notions de système contraint, dans les deux cas. En agilité, c'est très simple. On part du principe qu'on a un nombre de personnes limité, qu'on a un temps de développement limité, qu'on a un budget limité, qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, on va se concentrer sur l'essentiel. D'accord ? Dans les années 20-30, donc en Ukraine, en Espagne, on était dans des situations de crise, on était dans des situations de guerre civile, de fortes tensions, donc on était contraint aussi. On était contraint aussi. Donc on ne pouvait pas tout faire, donc on se focalise là aussi sur la notion d'utilité. Okay ? Et donc autre point de convergence encore, la notion de responsabilité collective. Donc là, idem, vous la connaissez dans l'agilité, cette notion de responsabilité collective. On la voit à plusieurs niveaux. Par exemple, on va essayer de mettre en avant l'absence de code propriétaire. D'accord ? N'importe qui peut intervenir sur le code d'autres personnes, évidemment, suivant des règles, etc. Mais voilà. Et donc, là encore, on l'a vu dans les exemples, responsabilité collective, le projet est porté par tout le monde, on va réussir ensemble ou se planter ensemble. Et si on se plante ensemble, on va essayer d'assumer les conséquences de ce plantage ensemble. Alors,
Les points de divergence maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent différentes entre ce qu'on a pu voir, donc mise en place en Ukraine, en Espagne ou d'un point de vue théorique, et la mise en place d'une méthode agile? Donc, alors, effectivement, dans les méthodes agiles, on se fait rarement fusiller à la fin. On est Ça d'accord. dépend. C'est discutable. Ça se discute. Métaphoriquement dans ce cas-là, mais Ça dépend. moi, tu t'en es bien tiré alors. C'est bon, ça va. Ok, est-ce que vous voyez d'autres points de divergence? Alors je ne sais pas si c'est un point de divergence, mais vous avez donné une définition d'anarcho-communisme. Alors, je n'étais pas allé forcément très dans le détail, mais pour moi l'agile c'est quand même suivre un certain nombre de règles qu'il faut respecter, de process qu'il faut mettre en place. Alors après je ne sais pas au niveau anarcho-communisme, mais moi j'ai cette idée quand même qui dit que l'anarchie c'est le bordel. Je ne sais pas dans le cadre de ces différentes exemples en Ukraine et en Espagne où effectivement il y avait des process et des choses quand même assez rigoureux, même si on parle par métaphore ou autre, qui existaient dans le cadre de ces régimes politiques-là. Donc en fait, c'est vrai que la notion de règle et de process n'a pas été abordée. Les gens se mettaient d'accord sur le fonctionnement par consensus, donc ils se mettaient d'accord sur ce qu'ils pensaient serait le plus pratique pour tout le monde, d'après le contexte. Donc ce qu'on retrouve en agilité aussi. Il faut savoir que dans l'exemple ukrainien, Mako était vu comme un dirigeant. Mais étant donné que les règles disaient qu'il n'y avait pas de dirigeant, il s'est vraiment uniquement occupé de la partie militaire qui consistait à protéger le pays libre. Et petit à petit, lui-même a essayé de se retirer et de prendre le moins de décisions et de ne pas participer pour respecter tout ce concept de consensus et on se met d'accord ensemble. Mais les règles ont été faites comme ça, vraiment consensus. Donc il y avait bien des très règles, très peu de normes. mais qui étaient peut-être moins définies que la méthode Scrum qu'on peut connaître actuellement, où on a vraiment les rituels qui sont définis. Là, c'était adapté au jour le jour et adapté à ce qu'ils faisaient déjà eux. Et d'ailleurs, là pour le coup, en termes de règles et de process, le point de convergence, on va peut-être plus le trouver par exemple avec des approches type Kanban. On a juste un certain nombre de grands principes, mais on ne rentre pas dans le détail sur comment concrètement on va le faire. D'accord ? Donc dans le Kanban, on va avoir des grands principes, il faut mettre en place des boucles de feedback. Il faut mettre en place de l'amélioration continue. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, c'est-à-dire et voilà comment on va faire. Le et voilà comment on va faire, il est au cas par cas, suivant le contexte. Là, on est un peu dans la même idée. On a des grands principes, et le et voilà comment on va faire, il va dépendre du contexte, et on va le mettre en place par consensus global. Donc, effectivement, on a un point de convergence avec des méthodes type Kanban. On va avoir effectivement plutôt un point de divergence avec des méthodes type Scrum qui sont plus normatives. Mais je vais quand même mettre des guillemets parce que bien évidemment, quelle que soit la méthodologie agile que vous décidez de mettre en place sur un projet, on ne va pas l'appliquer by the book. Il va falloir de toute manière trouver une manière de la mettre en place qui va s'adapter à notre contexte, d'une part, et d'autre part, on va avoir aussi ces notions d'adaptation par consensus au fur et à mesure, typiquement dans la mise en place de rétrospectives. Là où j'appuie ce que tu dis sur le Kanban, c'est qu'on part d'un système existant. Normalement, ce qu'ils mettaient en place, c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà avant, donc il y avait déjà des procédures. En fait, c'est juste été une méthode pour partir sur le consensus, voir ce qui n'allait pas avant et ce qu'on pourrait faire mieux, mais ils avaient déjà des bases. Ils n'ont pas appris ce qu'ils faisaient dans le cadre de cette organisation-là. Oui. C'est juste une remarque par rapport à ça. Pour moi, c'est plus si on rapproche l'anarchie de l'agilité et pas du Scrum. C'est-à-dire que le consensus, par exemple en Ukraine, peut être sur Scrum et en Espagne sur Kanban, c'est une façon de faire de l'agilité. Donc après, si on a un consensus sur des règles, on en choisit d'autres, on fait plus ça Scrum, mais c'est toujours de l'agilité. Donc on peut faire l'anarchie d'une autre façon, on a eu un consensus sur d'autres règles, c'est toujours de l'anarchie, c'est juste pas les mêmes règles. Et on a les mêmes valeurs derrière. Voilà. Tout à fait, c'est intéressant. J'aime bien. Oui. Potentiellement en agilité, on a beaucoup plus d'interaction avec les systèmes autres que Agile, parce que l'agilité est intégrée sur une équipe, mais on doit quand même communiquer avec le reste d'entreprise. Alors là, on est effectivement dans les points de divergence intéressants. Et comment Oui. Je suis pas d'accord, parce qu'un état anarchiste a des états non anarchistes autour. Ouais, Et voir si on parle de communes, tu as toutes les communes autour. D'accord. Alors, sauf que là où effectivement il peut y avoir divergence, c'est qu'une commune peut décider de vivre en autarcie dans son coin et peut se passer de ce qu'il y a autour.
ce qui est autour va peut-être lui rappeler gentiment que non, mais du point de vue de la commune, elle peut décider qu'elle est capable de vivre toute seule dans son coin. Quand on bosse sur un système informatique, on a besoin d'interagir avec les autres. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de besoin. Une réelle autarcie. On est d'accord. Là, on parle de la théorie. Okay, effectivement, il y a dans l'anarchie, on l'a bien vu, les mises en place se sont fracassées contre la réalité. Donc on est dans le domaine d'une utopie, au final. C'est un système qui marche très très bien sur le papier, qui a un peu de mal à se confronter à la réalité. Voilà. Donc, effectivement, en point de divergence, il y a cette notion d'interaction. Et ben, on va pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Comment on gère ces interactions? En Scrum, par exemple. Donc, j'ai mon équipe, très bien, et je dois interagir avec d'autres équipes, d'autres systèmes qui ne fonctionnent pas forcément en agilité. Je dois interagir avec la prod, avec les fournisseurs d'un composant X ou Y. Comment on fait pour que ça se passe bien en Scrum? Ben, en Scrum, on va utiliser un Scrum Master, par exemple. On va utiliser un Scrum Master qui va nous aider à nous protéger du monde extérieur et à interagir avec le monde extérieur. Ça, c'est un premier rôle. À donner les ressources pour agir avec l'extérieur. Alors, c'est le Scrum Master en Scrum. Il portera un autre nom, il aura une casquette un peu différente dans d'autres méthodologies, mais en tout cas, on a cette notion-là de je protège l'équipe et je l'aide à interagir avec le monde extérieur et je la protège des perturbations du monde extérieur. Ça n'existe pas dans l'anarcho-communisme. Pardon. Mais non, parce que dans l'exemple que vous donniez en Ukraine, il y avait un petit gars Alors, qui était là pour protéger tout le monde. Oui, Je me fais pitié mes transitions. c'est parce que vraiment, Ça me débat. ils étaient en temps de guerre. Hein, donc, pour permettre au mouvement de se développer, de vraiment s'installer, il fallait cette notion de protection. Mais c'était vraiment une protection armée. Hein, C'est là où c'est intéressant de voir que la théorie, effectivement, de narco-communisme ne le met pas en avant du tout. Et là, dans le cadre d'un exemple réel, ils en ont eu besoin, donc ils l'ont mis en place. Mais on se... Aussi aujourd'hui, en fait, dans un projet Scrum, à un moment donné, il y a une décision déjà qui est arbitraire et qui ne vient pas forcément des équipes, déjà premier point. Le consensus, ok, mais bon, il y a un moment, il y a un mec qui met l'argent dedans quand même, donc c'est lui qui va décider. Et le second point, c'est qu'on peut être dans des états d'urgence justement pour sortir des projets, et on va choisir cette méthodologie-là parce que X ou Y raison, ce qui a fonctionné avant n'était pas, et on va mettre un mec qui va servir de tampon, le Scrum Master, qui va se prendre toutes les difficultés des autres systèmes pour faire évoluer le sien correctement. Tout à fait. Mais en gros, là, je te laisse la main juste pour rebondir. En fait, fondamentalement, la différence, elle est, d'un point de vue théorique, elle est que dans un système Scrum, pour simplifier, on a une personne qui protège le système. Dans un système anarcho-communiste, on n'a pas prévu ce rôle-là. Et effectivement, en Ukraine, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. Et donc, on a mis cette personne en place. Mais c'est ce qu'expliquait Vincent, cette personne était au final mal à l'aise avec ce rôle-là parce qu'il a essayé de s'en dégager, mais on avait besoin de lui, et voilà, parce que c'était pas prévu. C'est que ce rôle-là, non seulement il n'est pas prévu, mais en plus, il n'est pas du tout dans les valeurs qui sont prônées. Donc en fait, ce rôle-là, on en a besoin, mais on ne veut surtout pas l'avoir. Donc c'est un petit peu difficile d'avoir ce côté. Donc on a une grosse divergence. Là-bas d'abord. Aujourd'hui, tu as deux méthodes qui permettent à l'agilité de rentrer dans une société qui est le bottom-up, mais aussi le top-down. Et dans le top-down, on retrouve l'aspect sponsor ou leader anarchique qui vient et qui dit voilà, ça serait bien qu'on fasse de l'anarchie. Tout à fait. Alors là encore, je vais prendre ta remarque et je vais la mettre de côté pour un petit peu plus tard, si Comme ça te quoi, dérange c'est bien pas. ficelé tout ça. Rien de personnel. Mais voilà, très bonne remarque. Oui. C'était qui? C'était par là? Voilà. Je vais essayer de ne pas passer la soirée à pas être d'accord, mais Mais je t'en prie, c'est le but du jeu. je ne suis pas d'accord. Parce que dans l'anarchie, rien n'interdit d'avoir des mandats temporaires et bien bornés dans Dans le temps. contenu du mandat, dans le temps et dans le contenu. Et dans le contenu, qu'on donne. Et sachant que le mandataire rend compte de ce qu'il fait, mais rien n'empêche de nommer un diplomate quelconque, par exemple, pour interagir avec l'extérieur. C'est ponctuel et c'est normalement pas toujours le même, mais on peut lui donner une mission claire et ça se rapproche d'un rôle de Scrum Master tournant. Oui. Vu comme ça, oui, c'est pas faux. Bon, après, on pourrait débattre sur la validité du rôle de Scrum Master tournant et de son efficacité. Mais voilà. Mais encore une fois,
oui, mais ce n'est pas prévu de base dans le corpus de valeurs. Et à partir du moment où, enfin, encore une fois, c'était l'exemple en Ukraine, pour que ce soit efficace, il fallait qu'il y ait un général compétent qui prenne la tête des choses. Et là, tout de suite, on a conflit avec les valeurs. Et puis encore en Ukraine, il était vraiment uniquement en charge de toute la partie en militaire. Tout ce qui était process et comment ils s'organisaient. Donc, chaque village se réunissait le matin pour prendre une décision quant aux méthodes et à la production. Ça vous rappellera peut-être des trucs qu'on fait parfois en agilité. Mais lui, il venait pas, il se contentait de dire les Russes, ils se rapprochent un peu trop, on va leur casser la gueule et puis on revient. Et voilà, ça s'arrêtait là. C'est juste pour dire que le Scrum Master était plus un diplomate qu'un dirigeant. Oui, tout à fait, effectivement, c'est pas idiot. Il y a une autre composante du rôle de Scrum Master aussi, qui est celui de rappeler les règles du jeu. D'accord, donc qui est surtout valable au début d'un projet, une équipe qui ne connaît pas bien, etc. Le Scrum Master, il est le garde-fou de la méthodologie. D'accord, il s'assure qu'on fait bien ce qu'on est censé faire. Donc, Ou une pareil. équipe qui dérape un petit peu quand c'est bien installé, mais on voit certaines pratiques qui s'instaurent et qui dévient un peu les valeurs. C'est quelque chose aussi d'assez fréquent. Voilà. Donc le Scrum Master a ce rôle-là, vraiment, de rappeler le cadre, de rappeler les règles. Alors ça, idem, l'anarcho-communisme n'en parle pas. On part du principe que les gens sont de base bien formés et de bonne volonté et ont envie de faire les choses dans un cadre qui est connu par tout le monde. Voilà, donc là aussi on est peut-être dans un coin un petit peu plus utopique. On n'en a pas parlé, mais on a parlé des grands exemples de mise en place de l'anarcho-communisme qu'on a retrouvés dans l'histoire. Maintenant, il y a eu beaucoup plus d'exemples qui se sont retrouvés à des échelles beaucoup plus locales, et la plupart du temps, ces exemples, ils s'effondrent sur eux-mêmes, et c'est parce qu'il y a les valeurs qui ne sont plus suivies, les règles qui ne sont plus suivies, etc. D'accord ? Donc le Scrum Master va aussi avoir ce rôle-là, qui est de recadrer les choses quand il y a besoin. D'accord ? Voilà. Ça, c'était pour la partie Scrum Master. Maintenant, on a aussi la partie Product Owner. Product Owner, pour faire très simple, dans un projet agile, ça va être celui qui va donner la vision, qui va partager la vision avec tout le monde et qui va la faire redescendre sur les gens, d'accord ? Cette vision. Et cette vision, donc, ça va prendre par exemple la forme de prioriser ce qu'il y a à faire, d'accord ? Mais donc voilà, le Product Owner, il est garant de la vision. C'est la vision qu'il a compris, qu'il a agrégée, qu'il a fait ressortir des besoins clients, et il va la redescendre sur le reste de l'équipe. Cette vision, idem, dans l'anarcho-communisme, elle n'est pas portée par une personne, elle est portée par le groupe, d'accord, et elle est en constante évolution de par la notion de consensus. D'accord ? Donc là aussi, on va avoir un gros point de divergence, qui est cette vision qui, d'un côté, est certes partagée, mais en tout cas imposée, et de l'autre côté, elle est émergente. Et là aussi, donc c'est un des autres points qui peut faire s'écrouler le système, c'est quand on n'arrive plus à atteindre ce consensus. D'accord ? Donc voilà, là aussi, un gros point de divergence entre les deux visions. Quelque chose à ajouter ? Non, bon, ça va. Merci. Graphiquement, ça donne quoi ? Alors, graphiquement, donc là, on va avoir une équipe Scrum typique, standard. Je ne sais pas si vous les avez reconnus. Et donc, dans une équipe anarcho-communisme, on n'a pas de Scrum Master en tant que tel. Et donc, je te laisse ressortir ta magnifique métaphore. Donc ils vont tous porter le cigare du projet qui se passe sans accroc et de la vision partagée. Donc voilà, on considère que tout le monde va porter la vision du projet, donc tout le monde va aller dans la même direction et tout le monde sait dans quelle direction on va. Donc, Alors la métaphore là, pour ceux qui ne les ont pas reconnus, c'était l'agence touriste, voulez pas la c'était faire. une référence à une il y a raison. précédente présentation. Voilà. Passons. Ok, donc enfin voilà, vraiment le point important, c'est qu'on n'a pas de rôle distinct dans l'anarcho-communisme. Donc, du coup, absence de cadre, d'une part, et absence de protection, d'autre part. Voilà, pour résumer. C'est bon ? Vous avez des remarques sur tout ça ? Donc oui,
Donc on a pas mal disserté sur le rôle de Scrum Master. Par contre, sur la partie Product Owner, Vision, etc., ça vous inspire des choses? Pas vraiment. C'est vrai que ça prête un peu moins à polémique, ce point-là. Nous-mêmes, on a été d'accord tout de suite entre nous. Donc. Finalement, oui. Alors, un autre point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, la notion d'argent. T'enchaînes? Si tu veux. Je te le laisse. Donc, si on parle d'argent, nous, on se posait la question de savoir qu'est-ce que c'est l'argent. Donc là, sur notre économie, sur les exemples qu'on a vus en politique, qu'est-ce que ça peut vouloir représenter dans un projet? Donc, nous, on s'est posé la question, c'est est-ce que ce ne serait pas un représentant de la valeur métier? Donc, ce qu'on peut apporter, ce qui va pouvoir être produit. On s'est posé la question, on a fait un petit débat là-dessus. Qu'est-ce que ça peut être au niveau de la monnaie? On va avoir une valorisation des biens. Donc là, on est vraiment sur la monnaie qui veut valoriser quelque chose. Mais le travers qu'on a un petit peu sur le capitalisme, c'est qu'on va avoir l'accumulation et la spéculation. Donc on va avoir la monnaie en tant que telle pour elle-même. Donc ce serait une valeur métier qui pourrait s'enrichir d'elle-même. Donc là, ce qu'on voit sur ces systèmes-là, c'est qu'on va abandonner complètement ce côté capitaliste qui est l'accumulation de monnaie et la spéculation, et on va remplacer la valorisation par le troc. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément insisté là-dessus, mais ces systèmes-là préconisent l'abandon de la monnaie. On n'aura plus du tout de monnaie. En fait, on va pouvoir valoriser les biens uniquement par le troc. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dire, par exemple, un pantalon, ça vaut 1 kg de blé, par exemple. Donc, après, c'est affiné en fonction de chacun, mais on va poser la valeur métier là-dessus. Voilà, on n'était pas forcément d'accord sur qu'est-ce que voulait dire la suppression de monnaie dans ces systèmes-là. Et voilà, on en est. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que le côté pas d'argent, valorisation métier, c'est quelque chose que vous voyez, ça vous parle quand on vous dit ça, ou ça vous paraît complètement déconnant? Les budgets ont une place forte quand même dans les projets. Ouais, Tout alors à là, fait. Alors justement, on va avoir, souvent dans les projets, on va avoir deux visions de la valeur. On va avoir la vision de la valeur produite, qui elle va être exprimée effectivement sous forme de, par exemple, de business value sur une échelle abstraite, d'accord, donc suite de Fibonacci ou autre, à vous de voir. Voilà. Et donc on va classer des items par importance, et quelque part on va avoir cette valeur de troc qui elle va être portée plus par la complexité à faire les choses, d'accord. Donc on va jouer sur les deux registres pour essayer de maximiser notre valeur, et on va échanger. Bon, alors est-ce que je peux prendre ça dans mon sprint? Non, c'est trop gros, mets-moi plutôt deux trucs plus petits, etc. Donc on a un petit peu cette notion de troc qui peut se mettre en place. Mais par contre, effectivement, ça ne fonctionne qu'à un niveau local, et si on regarde un niveau plus haut, on réintroduit ces notions de monnaie par les notions de budget, entre autres, effectivement. Après, donc, quand on parle de notion de budget, on parle aussi de quelles sont les ressources qu'on met en œuvre pour pouvoir faire. Or là, on n'a pas besoin de monnaie pour mettre les ressources, on a les personnes disponibles, on a les moyens de production. Donc là, en fait, notre budget, ça va représenter nos moyens de production et nos ressources mobilisées. Donc là, encore une fois, on est en dehors du cycle de la monnaie pour parler de moyens, de budget mis en œuvre. Par contre, savoir quelle personne va être affectée à quelle tâche, là, on va être sur le budget alloué à notre projet. Alors, donc pareil, dans la manière de faire du management, au final, c'est là où on va trouver beaucoup de points de convergence. Donc, dans les deux cas, on essaye d'éviter les notions de command and control, d'accord, de micromanagement, de direction précise des personnes, etc. Dans les deux cas, on part du principe qu'on est dans un système dont les gens ont bien compris l'objectif, avec un cadre que les gens ont bien compris. Alors soit on espère qu'ils l'ont bien compris et puis c'est tout, soit en mettant en place les garde-fous pour qu'ils se rappellent bien ceci, et on part du principe qu'on travaille, qu'on met en place un système avec des gens intelligents, donc on n'a pas besoin de les micromanager. Et donc on va plus voir émerger des rôles de leader plus que des rôles de manager. L'être humain, c'est dans sa nature quand même d'avoir des personnes qui vont plus se mettre en avant que les autres. Dans les notions agiles comme dans les notions anarchistes, on va plus voir ça sous forme de leadership que sous forme de management. C'est-à-dire plus sous forme de je ne vous explique pas quoi faire en vous disant comment le faire et en vous tapant dessus si vous ne le faites pas. Je vais plus essayer de vous inspirer, de vous montrer et de vous aider, de vous supporter pour vous permettre de faire les choses. Et il y a un
un autre point sur le management, au final, et là, si tu veux, Olivier, d'ailleurs, dire 2-3 mots sur le sujet, notre spécialiste est là, donc la notion de sociocratie, au final, qui va pouvoir être facilement mise en place au niveau équipe dans les projets agiles, et qui ressemble aussi très fortement à ce qu'on a pu voir dans les systèmes anarchistes. Donc la sociocratie, en 2 mots. C'est un mode de gouvernance dynamique. En fait, on travaille, il y a 4 principes, 4 règles fondamentales. La première règle, c'est que toute élection à un poste ou à un rôle se fait sans candidat. Donc chacun propose en fait au sein d'un cercle, qui est le deuxième principe. Chacun propose la personne qui pense être plus à même de remplir ce rôle. Deuxième principe, donc c'est le cercle. Donc en fait, à chaque niveau hiérarchique, on a un cercle qui est constitué de personnes qui partagent une même vision et un même objectif. Et troisième principe, donc ça va être le double lien. Bon, chaque niveau hiérarchique, chaque cercle en fait est relié avec le cercle en dessous, qui permettent de faire une transparence et de remonter l'information, et que l'entreprise globale, l'organisme global partage la même vision et puis les mêmes objectifs. Et le dernier point qui est très très important, qui justement diffère de l'anarchie, c'est qu'on ne cherche pas le consensus, mais au contraire le consentement. Et la différence entre les deux, c'est que dans un consensus, on arrive à un consensus à partir du moment où tout le monde dit oui. Le consentement, on arrive à prendre une décision à partir du moment où plus personne n'a d'objection. Et la différence est assez fondamentale en fait. Tout à fait. Voilà, mais donc voilà, on arrive à retrouver des valeurs communes. Et juste pour finir la parenthèse sur la sociocratie, c'est donc quelque chose qui nous vient du Pays-Bas, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, et qui a été mis en place en une boîte, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent connaître, qui s'appelle Heineken. Et donc la société est dirigée de cette manière-là. Ok, donc voilà, on arrive à trouver d'autres manières de manager qui ne sont pas forcément naturelles, du moins qui ne sont pas celles que l'on voit habituellement dans les entreprises, et qui vont reposer sur des principes, sur des méthodes communes ou rapprochant, enfin, s'approchant les unes des autres. Donc voilà, et puis d'autres valeurs communes aussi, donc les notions de liberté, d'accord, les notions de responsabilité, qui, voilà, l'un ne pouvant pas fonctionner sans l'autre, les notions d'engagement, et c'est tout. Désolé. Donc, moi je veux bien revenir sur le baba oui. au rhum, parce que dans vos plaquettes, il y a écrit baba au rhum aussi. Oui. Alors, je veux juste savoir à quoi ça correspond. Enfin, si vous voulez, on en parle après. On peut en parler après. Parce que On peut en parler après. c'est... Ah, d'accord. Donc, quelqu'un l'a vu sur les plaquettes. Donc. Alors, une dernière divergence que l'on peut trouver éventuellement, c'est la finalité. Alors là, ça porte à débat aussi, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, on serait très content d'avoir votre point de vue sur la question. Dans l'anarcho-communisme, ce qu'on cherche, c'est le bonheur des gens. D'accord ? Et un des moyens de l'obtenir, c'est d'essayer de trouver un système qui va maximiser la production pour pouvoir la répartir le mieux possible entre les personnes. D'accord ? Donc on va chercher du bonheur via l'efficacité. Dans le domaine de l'agilité, malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, il y a un côté qui est peut-être un peu plus cynique. On cherche le bonheur des gens. Alors, bonheur au sens réduit dans l'entreprise, c'est on cherche des gens qui sont contents et motivés par leur projet. Mais j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas se leurrer. Si on cherche ça, c'est parce qu'on sait très bien que des gens qui sont contents de travailler sont plus efficaces au travail. Donc c'est sur ce dernier point, on n'est pas... Enfin, sur le côté plus ou moins cynique de la chose, on n'est pas forcément tous d'accord. On ne va pas mettre le curseur au même endroit. Néanmoins, voilà, le fait est on inverse un petit peu les choses, on va chercher à avoir des gens contents d'être là, parce qu'on sait que derrière, on va avoir plus d'efficacité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que je suis un affreux cynique, ou ce qui est fortement possible ? Tu cherches l'équilibre. Effectivement, c'est, on va dire, les jours où je suis de meilleure humeur et je me sens moins cynique,
J'ai tendance à dire que c'est un pari gagnant-gagnant, en fait. Bon, l'agilité est plus entre les deux, plutôt que... Bon, je ne sais pas. D'autres opinions sur la question, d'autres avis? Non? Sûr? D'accord. Alors, Si, question. Est-ce que Ah oui. un planqué, ça qui est heureux, du coup, ça le compte? est-ce que, pardon? Conserver un planqué, vu que lui, il est content Il est d'être très content d'être là. Est-ce que ça compte? Alors effectivement, ceci dit, la question n'est pas forcément bête. Dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qu'on fait des profiteurs dans le système? Alors, la réponse anarchiste est peut-être un peu violente. La réponse à l'agilité, vous faites quoi, vous, d'ailleurs, dans ces cas-là? Si vous êtes face à des personnes qui se planquent dans vos équipes, qui ne font pas forcément grand-chose, qui aiment bien le côté équipe protégée parce que ça leur permet de ne pas faire grand-chose, qui aiment bien le côté responsabilité collective parce que ça peut masquer le fait qu'ils ne font pas grand-chose et que la responsabilité est reportée sur tout le monde. Au bout d'un moment, on vire. On change. Au bout d'un moment, on vient. Dans les valeurs qu'on a vues au début, il y avait l'implication de tous. Et là, on revient vraiment là-dessus, sur l'implication de tous. Quand on n'a pas l'implication de tous, ben voilà, est-ce qu'on le garde vraiment dans le groupe? Donc T'as quand même aussi la notion d'aide et ils vont venir, ils vont essayer quand même de le ramener. Ils vont pas le fusiller tout de suite. Non, tu fusilles pas tout de suite, mais comme c'est vraiment une méthode qui correspond aussi à des caractères et des personnalités, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas travailler en agile, enfin, c'est mon point de vue et je le partage. je le partage aussi. Il est évident qu'à un moment, tu arrives à tomber sur des gens qui ont pas, qui sont pas cérébrés de manière à rentrer dans une sorte de communion, de communauté où tout le monde s'aime et tout le monde travaille ensemble. Il y a effectivement des gens Et qui... ça crée c'est un vrai risque projet, ça, dans la constitution des équipes. Tout à fait. Ah non, tu n'as pas l'air tout à fait d'accord? En tant que coach, non. Mais Après, ça s'apprend. À un moment. on pourra en discuter plus tard, c'est pas grave. Parfois, les gens qui sont effectivement ils se retrouvent un peu dans une détresse, dans une équipe agile, ils partent. Bien souvent, plutôt, ils ne sont pas souvent virés, généralement ils partent. Ils partent, ils ne se sentent pas bien, ils sont frustrés. Par la pression du groupe. Donc, quelque part, Pas c'est forcément la pression du groupe, hein. Parfois eux-mêmes se mettent la pression et ils s'en vont ou ils rentrent même pas. Quoi. Quand ils voient ça, qu'ils voient que ça leur va pas, ils bifurquent. On parlait des planqués là. Parce Oui. que, moi j'ai déjà eu quelqu'un, il a fallu qu'on lui dise au revoir. Quoi. Après, t'as des planqués, ça arrive, tu hein. les laisses, s'ils sont heureux et qu'ils n'embêtent pas, parfois on les laisse tranquilles. Et Moi ça j'ai fait pas d'argent de- pour ça. C'est une ressource à un coût. J'ai pas d'argent. Après, on rien dit que quelqu'un qui se trouve dans une communauté et n'est pas content ne peut pas changer de communauté et puis chercher ailleurs. Donc, quelque part, mais ça peut avoir un impact aussi négatif sur le groupe. Hein. Non, mais Quand il y a un impact négatif, on le vient. Même dépend. on le fusille. Rappelle-moi, dans quel cas on... Dans tous les cas. Les équipes, quand ils ont viré celui qui foutait plus rien, en fait, la productivité de l'équipe avait chuté. Oui, Parce pour qu'en mieux fait, il y reprendre a après. quelqu'un d'autre qui a repris le rôle, en fait, c'était un peu le rôle du bouc émissaire. Parce que des fois, le type qui fout rien, c'est aussi le type qui allège l'ambiance. C'est là où il faut voir le fou rien. Ouais. Qui crée l'atmosphère. Tout ça. Oui. On est d'accord, il n'y a pas de réponse absolue. Là, On est tout à fait d'accord. Ouais, d'accord. Alors, juste pour élargir un petit peu le sujet, en creusant un peu, on s'est rendu compte que ces valeurs anarcho-communistes, on allait les retrouver dans d'autres domaines que le domaine de l'agilité. On allait les trouver dans le monde de l'open source, par exemple. Dans certaines communautés open source, on peut avoir des comportements et des valeurs qui se rapprochent beaucoup. On allait pouvoir le trouver dans tout le monde du management 2.0. Alors, j'avoue à ma grande honte qu'entre le management 2.0 et le management 3.0, la différence pour moi reste encore assez floue. Mais en tout cas, voilà, ces notions plus de leadership et pas de management, ces notions de consensus, voilà, tout ça, c'est des choses que l'on va pouvoir retrouver aussi. Donc il y a des valeurs que l'on retrouve dans ce qu'on appelle les SCOP. Je ne sais pas si vous connaissez. Les sociétés coopératives, c'est un modèle de société où tous les employés sont participants actifs aux décisions et tous les bénéfices sont également répartis entre tous les participants.
Voilà. Donc ça, c'est des sociétés, on va en trouver beaucoup dans le monde des pépinières d'entreprise, par exemple, qui vont, j'en connais plusieurs exemples qui fonctionnent en scope. Typiquement, on en trouvait en Espagne en 36 où les commerces étaient gérés directement par les employés. On avait des restaurants où chaque serveur avait autant à dire que les autres employés. Donc c'est vraiment des principes qui sont vieux et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent parce que c'est un statut légal. Vous pouvez créer une entreprise au statut de la SCOP en France sans aucun problème. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais ça se fait, quoi. Et puis un autre domaine aussi alors que moi personnellement j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est le mouvement Beyond Budgeting, qui est, pour faire très simple, c'est le monde de la comptabilité, des commissaires aux comptes, des experts comptables, qui ont dans leur coin eux aussi découvert l'agilité et qui ont eux aussi, voilà, je caricature, on est d'accord, hein, c'est parce que c'est pas le sujet et pour ce soir. Ou l'anarcho-communisme qui Alors, découvert. c'est une bonne question d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, il y a des valeurs communes, il y a des principes communs entre le Beyond Budgeting et l'agilité, et donc de base entre le Beyond Budgeting et l'anarcho-communisme, vu qu'on a vu les liens qui pouvaient exister entre les deux. Alors, pardon, excusez-moi, j'aime bien me spoiler tout seul. La grande question qu'on va vous poser, c'est à votre avis, pourquoi on vous a parlé de tout ça ? Alors, outre, à part le débat d'idées, que c'est toujours quelque chose d'intéressant de pouvoir discuter, de confronter des points de vue, etc. Concrètement, de quoi on a voulu parler ? Je te prierai de ne pas répondre et laisser les autres répondre pour le moment. Parce que vous êtes trop bon pour faire tout ça. Donc, l'idée en fait, c'est le premier point que tu as relevé, c'est la notion de sponsorship. On n'arrive à rien sans sponsor. Ou en tout cas, on n'arrive à pas grand-chose sans sponsor. On va être très rapidement limité. Et le problème de l'anarchie, souvent, et dans les plus grands exemples, pourquoi ça s'est fracassé contre la réalité, c'est parce que... C'est en 36, ici, c'était les temps qu'elle a dit, ça marche aussi. En 18 aussi. Moins. Pourquoi ? Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette notion de sponsor. Il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne qui protège. C'est quelque chose qu'on fait dans son coin, qu'on va peut-être étendre. Et au bout d'un moment, on va trouver les limites. Et les limites, c'est le reste du monde. Et dans l'agilité, on a besoin de ces notions de sponsor. Oui. Pour revenir à ce que disait Vincent sur les tanks, pour prendre l'exemple de l'Ukraine, je suis pas sûr que les autres pays de l'Est qui étaient dans des systèmes politiques qui, eux, on pourrait considérer comme sponsorisés, aient beaucoup mieux réussi contre l'URSS à ne pas se faire démonter. Typiquement, à ce moment-là, ils étaient presque tous envahis par les Russes. Les Ukrainiens étaient les seuls à avoir pu mettre un truc. Parce qu'on parle de manque de sponsors, mais concernant l'anarchie, pour moi, c'est plutôt une vraie... en Ukraine, c'est la Russie qui veut étendre son emprise sur le maximum de territoire et qui donc trouve un État, entre guillemets, parce qu'il était anarchiste, mais un truc sur son chemin et qui le... Voilà. Concernant l'Espagne, on peut carrément parler de France. Entre les communistes et les anarchistes, il y a un peu de haine, dans le sens que c'est moitié de la même chose, mais l'Espagne, c'est carrément des valeurs complètement, fondamentalement opposées. Attends, parce que on mine de rien, notre sponsor, elle est assez forte dans ces exemples, dans le sens où en Ukraine, ce qui a permis de mettre en place, c'est quand même les Russes qui ont aidé Moustachu tout à l'heure à virer le gouvernement en place et à faire ce qu'ils voulaient. En Espagne, c'était les anarchistes qui sont arrivés au pouvoir, donc il n'y avait pas de plus grand sponsor, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Donc il y avait un sponsorship très important. Le problème, c'est qu'il n'a pas duré. Alors, en fait, je pense que tu ne prends pas forcément le... tu prends pas le truc dans le bon bout, c'est plutôt moi qui n'ai pas été clair dans ce que je voulais dire, dans ce cas-là. C'est surtout que ce que je veux dire, c'est que si rien ne te protège du système extérieur, ton propre système interne risque de s'écrouler. D'accord ? Et ça a été le cas. On ne dit pas du tout que s'il y avait eu autre chose que l'anarchie en Ukraine en 1918, les Russes n'auraient pas conquis l'Ukraine. On dit juste que l'Ukraine n'ayant pas de sponsor au sens large, l'Ukraine s'est fait écraser par la Russie.
C'est plus dans ce sens-là qu'on voulait présenter les choses. Et donc de la même manière, ton projet agile, si tu n'es pas protégé d'une manière ou d'une autre, et alors on a la protection, on va dire au niveau local, qui est portée par le Scrum Master, on en a parlé, mais il faut une protection plus globale, passer un certain moment. Si tu n'as pas cette protection globale, tu vas généralement souffrir. Ça se termine rarement aussi mal, mais ça peut mal se finir quand même. En gros, le soutien du peuple, s'il est suffisamment important et que le peuple est suffisamment nombreux, rentre dans le cadre du sponsor. Alors, pas dans le monde de l'entreprise. Non. Alors, ça dépend des entreprises. Après, effectivement, dans une entreprise de type sociocratique, oui. Dans une entreprise, on va dire, traditionnelle, non. Mais... La nécessité de sponsor dans une entreprise, je suis d'accord. D'accord. La nécessité de sponsor pour l'anarchie, si tu considères que donc, un soutien populaire fait partie des sponsors possibles, je suis d'accord. Oui. Sinon, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, encore une fois, la notion est un petit peu tirée par les cheveux, on en est conscient. Mais forcer le trait un peu exprès. Selon moi, sponsor, c'est quelqu'un à l'extérieur, en fait. Donc extérieur aussi, oui, d'accord. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, en fait, qui a une force de persuasion, enfin dans l'entreprise en tout cas, ça peut être très bien le Scrum Master, enfin, celui qui va devenir le Scrum Master, qui va réussir à convaincre. Derrière, tu vas voir le mec qui a l'argent, finalement. Enfin, je suis désolé de revenir à chaque fois à ces notions. Non, mais c'est des notions importantes. Mais c'est fondamental. On est dans le monde de l'entreprise. Ouais, mais dans le monde de l'entreprise, pour moi, c'est lui le sponsor, celui qui a l'argent, celui qui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte les choses et que l'impulsion initiale peut venir d'une équipe. Oui. Tout à fait, c'est ça, il y a l'impulsion initiale, il y a le mouvement initial, et puis après, il faut le faire perdurer, et pour faire perdurer, il faut avoir la protection de ceux qui ont l'argent. Basiquement. Il ne faut pas confondre les sponsors et les leaders d'opinion agiles ou les ambassadeurs qu'on met en place. C'est pas la même chose. Non, mais ça, c'est... Moi, je fais ça. Bien sûr, influenceur. Et puis, pour conclure sur la conclusion, juste une petite note ironique. Oh, on est dans les temps, c'est génial. Voilà, juste pour finir sur une petite note ironique, on trouve ça assez amusant de se dire que quelque chose qui est basé sur des principes anticapitalistes, c'est vraiment à la base du mouvement, c'est l'anticapitalisme. Ces valeurs-là, elles trouvent leur plus grand moyen d'expression en ce moment, c'est au sein du système capitaliste.